et je représente le lycée Jean Monnet à Saint-Étienne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes confrontés tous à un problème important. Aujourd'hui, l'heure est grave. Est-il normal que des enfants de mon âge, ou bien plus jeunes encore, n'aient pas droit à la santé? Est-il normal que de nombreux enfants meurent chaque jour parce qu'ils habitent dans un pays pauvre et qu'ils ne peuvent pas être soignés comme il le faut? Pour ma part, je trouve cela injuste. Je n'aurais sûrement pas eu à disposition tous les soins qui ont été nécessaires et dont je bénéficie actuellement. En France, j'ai pu me faire soigner dans un milieu hospitalier par des professionnels. Mes traitements coûtent très cher, mais grâce à la sécurité sociale et à la mutuelle, une grande partie des frais sont remboursés à mes parents. En juin, cela fera maintenant 2 ans que je suis malade et que malgré le suivi hospitalier et les compétences du personnel, je ne suis pas guérie. Attention, je ne cherche d'aucune manière à attirer votre pitié ou bien même votre peine, car je vais bien. Je suis ici, face à vous. La seule chose que je cherche à vous faire comprendre, c'est l'impact qu'aurait eu ma maladie si je serais née dans une partie du monde moins favorisée. Quand je suis en crise, tous les jours ou les 2 jours, je dois me rendre à l'hôpital pour subir divers traitements, dont des injections dans mon œil. Ailleurs, eux, n'ont même pas le nécessaire pour de simples blessures. Alors imaginez-vous des traitements spécifiques, comme les miens. Si je n'ai pas ce traitement, je perds la vue de mon œil. Autrement dit, ma maladie aurait-elle été diagnostiquée dans une partie du monde moins favorisée? À présent, généralisons. Parlons du nombre d'enfants morts pour cause de non-prise en charge de leur état de santé. Chaque année, 13,8 millions de décès en Afrique. 13,8 millions de décès en Afrique. Toujours en Afrique, en 2012, 3,3 millions d'enfants sont morts avant 5 ans. 40% d'entre eux sont morts de pneumonie, de paludisme ou de diarrhée. En 2016, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA a déploré que l'Afrique abritait environ 90% des enfants malades du sida dans le monde. Le nombre de malades sont énormes. C'est encore pire, ils ne sont pas soignés. D'une manière, leur enfance est gâchée. Ils ne la connaissent pas. Ils ne savent pas ce qu'est l'insouciance, car ils ont dû faire face à des problèmes d'adultes et n'ont pas eu d'autre choix que de grandir avec. Ils souffrent d'autant plus, car ils ne vont pas à l'école, ils ne mangent pas à leur faim. Toute leur vie, depuis le début, cette fameuse vie normale que nous menons, nous Français au quotidien, eux, ne l'ont jamais connue. Créée en 1946, l'UNICEF défend les droits des enfants dans le monde, dont la santé, notamment par la vaccination et par la lutte contre la pneumonie, le paludisme et le sida. Chaque jour, l'UNICEF lutte pour combattre les maladies des enfants. Nous pouvons lutter à leur côté, par un don, bien sûr, mais aussi par le bénévolat. De 10 à 26 ans, par le volontariat dans les services civiques, et de 16 à 26 ans en tant que jeune ambassadeur. Alors selon vous, qui devons-nous être? L'acte ou la parole? Acteur ou spectateur? Bonjour, je m'appelle Clémence, j'ai 16 ans. Je ne sais ni lire ni écrire. Je n'ai jamais eu la chance d'aller à l'école et aujourd'hui, je suis sous la coupe d'un mari brutal qui a 3 fois mon âge. J'ai une petite fille à qui je ne pourrai jamais offrir d'avenir. Cette jeune fille aurait pu être vous, aurait pu être moi. Aujourd'hui, 130 millions de jeunes filles n'ont pas accès à l'éducation. Et ces filles n'ont pas les armes du savoir pour se défendre contre le mariage forcé, l'exploitation sexuelle, la discrimination ou la pauvreté. Et l'on demande à ces femmes d'éduquer les générations futures. Vous trouvez ça normal? Moi pas.
Plus tard, j'aimerais être professeur des écoles. C'est pourquoi la scolarisation de chaque individu me semble primordiale, celle des filles comme celle des garçons. Par conséquent, le droit à l'éducation des filles est un sujet qui me tient à cœur. Pourtant, la situation est alarmante. Les raisons qui freinent l'éducation des filles sont multiples. La préférence aux garçons, les mariages et grossesses précoces, les croyances et coutumes traditionnelles, ou encore la pauvreté, qui est un obstacle majeur dans cette lutte pour l'accès au savoir. Mais moi, l'une des raisons qui me révolte le plus est la valeur de soumission inculquée par la famille qui cantonne la fille dans une sphère domestique et la place dans un rôle économique et social établi sans elle. Et ce déni de l'éducation, entretenu par la famille et la société, empêche le développement critique permettant aux femmes de défendre leurs droits, voire seulement de les connaître, et confisque leurs moyens de lutter pour le respect de ces droits. Vous connaissez sûrement cette jeune pakistanaise, Malala, qui a échappé de peu à la mort. Pourquoi ? Parce qu'elle revendiquait haut et fort son droit et celui de toutes ses jeunes concitoyennes d'aller à l'école. Je l'admire, parce qu'en tant que future enseignante, j'estime que transmettre et éduquer chacun est essentiel. Se battre pour cette cause l'est tout autant. Aujourd'hui encore, au XXIe siècle, sillonnent dans le monde des centaines de milliers de Malala, bravant chaque jour les préjugés sexistes pour accéder au chemin de la connaissance et à l'espoir d'un avenir meilleur. En fait, améliorer le sort des femmes, c'est améliorer le sort de tous. Nous sommes tous concernés. Dans les pays où l'éducation des filles progresse, les effets sont nombreux et bénéfiques. La mortalité infantile, la surnatalité et la malnutrition reculent. La propagation d'épidémies est mieux maîtrisée. Et cela permet au pays de mettre un terme au cercle vicieux qu'est la pauvreté. Une jeune fille instruite et sensibilisée, c'est une femme mieux armée pour éduquer et protéger ses enfants. Donner le droit à l'éducation des filles, c'est la promesse d'une société stable et juste. Donner le droit à l'éducation des filles, c'est permettre l'épanouissement de celle-ci. C'est accepter l'éclosion d'un potentiel permettant un bien-être commun à toute l'humanité. Kofi Annan a déclaré « Éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation ». En effet, c'est grâce à la femme que l'humanité se perpétue. Elle enfante, et elle est la première à inculquer aux enfants les premières notions de sagesse, de valeur, de vertu. 4 minutes pour vous parler de la scolarisation des filles, c'est court, trop court. Il y aurait tant à dire. Mais dans ces 4 minutes, 17 petites filles sont nées au Niger. Combien d'entre elles iront à l'école ? C'est moi. L'autre, c'est moi. Mesdames et messieurs, éducation. Elle s'appelle Amy, Dalia, Uria, Clara, Aïcha, mais aussi Tao, Ilyes, Oyama et Noah. Elle est morte plus d'une fois et elle est pour Mandela l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Elle est bien sûr l'éducation vagabonde. Vagabondant dans l'obscurité d'une société misogyne, de l'Argentine jusqu'en Chine, elle ignore quelques 72 millions d'âmes enfantines, sans même leur enseigner une seule comptine. Bisous maman, à ce soir. Ce sont les derniers mots qu'adressa à sa mère, la jeune Nigérienne, Aïcha Derry, 16 ans, avant de frôler la mort. Nous entendions des coups de feu, nous étions totalement paniqués. Des membres de Boko Haram sont entrés par le portail de l'école et nous ont dit d'arrêter de courir, sinon, ils nous tueraient. Aïcha est l'une des survivantes de ce rapt. Elle est bien plus que l'otage de violents individus qualifiés d'extrémistes. Elle est la connaissance, emprisonnée par l'ignorance. Et nous sommes des spectateurs passifs, concernés par cette violence. Alors, indignons-nous. Et comme Malala, la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix, prenons nos livres et nos stylos. Ce sont nos armes les plus puissantes. Un enfant, un professeur, un livre et un stylo peuvent changer le monde. Si l'éducation est le plus sûr moyen d'améliorer notre société, aujourd'hui encore, tous les enfants n'ont pas à leur disposition un livre et un stylo.
Pourquoi? Nous demanderait mademoiselle Daubier, la première bachelière française, en 1861. Parce qu'il ne suffit pas de patienter pendant quelques arrêts de tramway afin de se rendre au lycée, mais de patienter des heures avant de pouvoir traverser un fleuve déchaîné et des années pour voir une guerre s'arrêter. Parce que l'école est une liberté arrachée sur le travail imposé aux enfants et les mariages forcés, et qu'elle est un privilège ôté par la pauvreté. Mais aussi parce que seuls des enfants qui existent peuvent aller à l'école. L'Ichoué rêve d'aller à l'école, mais l'Ichoué n'existe pas. Ses parents ont violé la politique de l'enfant unique. Dans un pays aux mœurs pour le moins archaïques, à 6 ans, elle a regardé ses amis partir à l'école. C'était le protocole. Mais Lixiou était courageuse et loin d'elle de l'idée de finir chômeuse. À 15 ans, elle s'est opposée à la juridiction pékinoise avec toute sa détermination, dans l'espoir de recevoir une simple instruction. En vain, 13 millions de Lixiou n'existeront jamais. C'est parce que les filles d'aujourd'hui sont les femmes de demain, et que les femmes de demain sont les hommes de ce monde, qu'il faut leur permettre de se préparer à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité homme-femme, d'égalité entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux. Ainsi, je souhaite que tu ne cesses de dire Saya memeleka hak atas pendidikan, que vous ne cessiez de dire Tengo el derecho a la educación, qu'il ne cesse de dire Ich habe das Recht auf Bildung, qu'elle ne cesse de dire لدي الحق في التعليم, qu'il ne cesse de dire We have the right to education, qu'on ne cesse de dire J'ai le droit à l'éducation. Des musiques singulières, des langues inconnues, mais mesdames et messieurs, il s'agit des mêmes convictions, des mêmes idées et du même message. L'éducation pour tous. Et enfin, je prends vraiment conscience que l'autre, c'est moi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Salomé Sikarolidé et je suis en première littéraire au lycée Ampère, à Lyon. Ce soir, je plaiderai en faveur des enfants immigrés. Mesdames et messieurs, chers jurys, ce soir, j'évoquerai un thème qui me touche personnellement. À mon léger accent, vous comprendrez que je ne suis pas française. Je suis géorgienne et je vis en France depuis 5 ans. Pendant ces années, j'ai vécu des situations qui m'ont fait réfléchir et aujourd'hui me permet de parler du statut des réfugiés et de m'interroger sur ce que l'on nomme la crise des migrants. Oui, mesdames, messieurs, représentants de l'UNICEF qui défendaient les valeurs concernant la protection des enfants dans le monde et en France et qui chérissaient l'école de la République. Oui, vous et moi devons défendre le droit à l'accueil des enfants réfugiés en Europe. D'après l'UNICEF, ce sont près de 700 enfants par jour qui sont entrés sur notre continent en 2016. La question se pose, comment protéger ces enfants? 95 000 enfants. Depuis 1989, l'Assemblée générale des Nations unies a reconnu les droits spécifiques des enfants. En 1989, quand nous avons créé l'UNICEF, il s'agissait de défendre et de protéger ces millions de migrants, dont les enfants. Oui, chers amis, il y avait aussi parmi ces déplacés des enfants innocents et victimes de la guerre. À ces enfants, à ces femmes, ces hommes qui fuyaient la peur, la misère, le désespoir et la faim, nous, la France, avons su les accueillir. Combien d'Espagnols, d'Italiens, Européens de l'Est ou habitants de Maghreb avons-nous accueillis depuis les années 50? Certains parmi vous sont sûrement des descendants de ces personnes qui sont venues ici, chez nous, afin de trouver un toit pour vivre et pour offrir un monde meilleur à leurs enfants. N'est-ce pas ce qu'a fait ma mère en 2013? Alors oui, il faut continuer ce combat et il faut défendre leurs droits. La France a été et reste une terre d'accueil. Les engagements internationaux ratifiés par la France et dans le préambule de la Constitution de 1958 46 l'accès à l'école à tous les enfants mineurs. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit selon l'article 28 de la Convention des droits de l'enfant. Or, d'après l'UNICEF, 124 millions d'enfants ne sont jamais allés à l'école dans le monde. Les réponses sont multiples.
l'exploitation des enfants, la misère, les guerres. Les parents sont obligés de s'exiler pour sauver leurs enfants. L'immigration augmente de plus en plus. En 2016, nous comptons 230 millions de migrants dans le monde et un réfugié sur deux est un enfant sans papier. Mais savons-nous vraiment qui sont ces enfants? De quelles violences sont-ils les victimes? La majorité des personnes entrées illégalement en Europe provient des pays en guerre ou sous régime totalitaire, comme Syrie, Afghanistan, Albanie, Mali, Kosovo, l'Irak. La liste est vraiment très loin d'être complète, malheureusement. Fuyant la misère et la guerre, ils espèrent de trouver la paix et la sérénité, le droit à la vie tout simplement. Mais ce voyage n'est pas sans danger ni risque. Traverser la Méditerranée a engendré au moins 8500 morts ou portés disparus, mesdames et messieurs, dont des enfants. La mer est devenue un cimetière mourant. Combien d'autres, elle encore dit, 3 ans, Syriens, dont la famille fuyait la guerre civile dans ce pays, est mort sur une plage en Turquie en septembre 2015. Faut-il encore supporter pour réaliser qu'il faut aider ces enfants et il faut les défendre? À leur arrivée, les droits de ces enfants sont encore incertains. La liberté tant espérée n'existe toujours pas pour certains. De nombreux enfants parmi eux se retrouvent sans identité, ni repère, ni de passeport. De nombreux enfants également sans scolarisation. Mais en 2016, dans le nord du Nigeria, l'UNICEF a salué le retour à l'école de 170 000 enfants. Bien sûr, dans les pays les plus sûrs où la majorité des écoles ont pu rouvrir. Cependant, il faut garder cet espoir et il faut croire que cela est toujours possible, mesdames et messieurs. Alors, ouvrons nos écoles. Mesdames et messieurs les jurés, chers publics, bonsoir. La Terre est la 3e planète du système solaire. Vue de l'espace, elle paraît bleue, car ce sont les mers et les océans qui recouvrent le plus de place. Ainsi, nous l'appelons la planète bleue. Plus de 97% des eaux proviennent des mers et des océans. Environ 3% représentent les glaciers de l'Arctique et de l'Antarctique, ainsi que les glaciers des montagnes. Il reste alors un petit 0,3%, qui sera celui des fleuves, des lacs, des nappes phréatiques, notre eau. Nous autres, êtres humains, espèces dominantes de ce monde, monopolisons la consommation d'eau. Elle nous est non seulement utile, mais surtout nécessaire, essentielle, vitale. Cependant, nous négligeons sa valeur et la gaspillons. Nous négligeons sa valeur et la gaspillons. L'eau est importante pour tous. Plus de 885 millions de personnes marchent tous les jours et n'ont pas accès à l'eau potable. Plus de 2,5 milliards de personnes, soit près d'un tiers de la population mondiale, ne disposent pas d'assainissement approprié. Chaque jour, des millions d'enfants marchent en Afrique subsaharienne, en Asie, en Amérique latine. Peu importe les conditions climatiques, peu importe qu'ils soient épuisés, que leurs pieds soient écorchés, mais surtout, peu importe l'insalubrité de l'eau qu'ils trouveront. Coûte que coûte, ils devront y aller. Ces enfants voueront leur vie entière à la survie de leur famille. Comment cela peut-il être possible? L'article 24 de la Convention internationale des droits de l'enfant stipule que ce dernier a le droit de jouir du meilleur état de santé possible et que les États parties prendront les mesures appropriées pour lutter contre la maladie et la malnutrition, notamment en fournissant de l'eau potable. Oui, de l'eau potable. Par ailleurs, je vais me permettre de souligner qu'en juillet 2010, 189 États membres de l'ONU ont reconnu le droit à une eau potable, salubre et propre
comme un droit important, essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l'homme. Alors dites-moi, je vous en prie, comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2018, il y ait encore des enfants mourant de soif, mourant de maladies hydriques? Je vous le demande. Avez-vous seulement idée des infections et des maladies que peuvent attraper ces enfants en buvant de l'eau potable? Il s'agit, en buvant de l'eau non potable, il s'agit du choléra, de l'hépatite A, du tétanos, de la typhoïde, de la tuberculose. Toutes sont des maladies mortelles. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Les pays développés comme le nôtre ont la possibilité de faire des choses. En France, nous lavons nos voitures à l'eau acceptable. Nous faisons notre vaisselle à l'eau buvable. Nous lavons notre lessive à l'eau recevable. Nous urinons et nous déféquons dans de l'eau potable. Pendant ce temps, un enfant meurt toutes les 20 minutes. Mesdames et messieurs les jurés, cher public, je ne vous demande pas de parcourir des distances incommensurables. Simplement, en buvant votre prochaine gorgée d'eau, prenez conscience de votre impact sur ce bien précieux et comprenez que ce droit à l'eau, ce droit de l'homme et de l'enfant, est notre responsabilité. 4500 4500 une fois, 4500 deux fois, adjugé, vendu. Il est des lieux en ce monde où le commerce des enfants est aussi banal que celui des voitures. Ce n'est pas uniquement dans les pays pauvres que les enfants sont victimes d'atrocités. Au pays du libre-échange, on viole les droits de l'enfant. Je veux dénoncer aujourd'hui le système d'adoption des États-Unis qui permet une pratique méconnue appelée le rehoming, terme habituellement utilisé pour parler de la réadoption d'animaux, mais qui désigne aussi, là-bas, la réadoption d'enfants. Savez-vous qu'aux États-Unis, cette pratique sordide est courante, car elle permet de s'offrir des enfants bon marché? Savez-vous qu'aux États-Unis, le quart des enfants adoptés est remis sur le marché au bout de quelques mois? C'est le cas par exemple de Nita, 14 ans, adoptée, réadoptée, ballottée, humiliée. Elle a changé 5 fois de famille. Elle témoigne. J'avais peur. Je ne savais pas avec qui j'allais habiter, ni dans quelle ville. J'étais envoyée comme ça, à n'importe qui, comme on envoie un colis par la poste. Entre sentiment de culpabilité et perte de confiance dans les adultes, le rehoming est un ravage psychologique et affectif. Comment un enfant peut-il se construire alors qu'il est victime d'un tel système? Pour la psychologue Elisabeth Roudinesco, l'enfant a besoin de s'attacher affectivement à un papa, une maman, pour se structurer, pour grandir. Quel adulte devient-il si cet attachement fort est perpétuellement rompu? Certes, on peut critiquer les procédures longues et complexes de l'adoption en France, mais le système d'adoption des États-Unis autorise des pratiques proprement scandaleuses. Tous les moyens sont bons pour se débarrasser d'un enfant qui, après période d'essai, ne convient pas à ses nouveaux parents. Vente aux enchères, speed dating, foire aux enfants. Sachez, mesdames et messieurs, que les enfants au centre de ce commerce sont en outre une aubaine pour des trafiquants en quête de profit, ou pire encore, une proie offerte sur un plateau à des prédateurs sexuels. Je m'interroge, est-ce là l'évolution naturelle de la société du prêt-à-consommer, à jeter, à gaspiller, dont la devise ultime est devenue « satisfait ou remboursé ». Le client est roi, l'enfant est jouet. Les États-Unis ont ratifié en 2016 la Convention de La Haye du 29 mai 1993, qui stipule, tout comme la Convention internationale des droits de l'enfant, que l'enfant doit être protégé contre la violence et la maltraitance, qu'il doit avoir un refuge, une famille et être aimé. Mais ces droits sont bafoués. À quoi servent les conventions si elles ne sont pas traduites en loi? Quelques députés luttent contre ce système, mais la protection des enfants semble trop chère pour les décideurs. Le marché noir de l'enfant d'occasion a encore de beaux jours devant lui.
Le consumérisme américain porté à son comble recrée l'innommable, le trafic d'êtres humains. Un siècle et demi après l'abolition de l'esclavage, on ne lit plus à vendre nègres de premier choix en bonne santé, mais à vendre enfants de premier choix bon caractère. L'amour ne s'achète pas, l'amour ne se marchande pas. Amanda, 5 ans, yeux bleus, adore les puzzles, recherche parents désespérément. Simple acheteur s'abstenir. Je me nomme Morgane et je viens du lycée Germaine-Tillon à Saint-Bel. Mesdames, Messieurs, les membres du jury, aujourd'hui, je prends la parole et me sers des mots comme d'une arme pour lutter contre ce fléau qui continue de subsister. On met malheureusement trop souvent un voile sur ce sujet qui est donc méconnu du grand public. Alors ce soir, je vous demande, connaissez-vous les mutilations génitales, les excisions dont sont victimes des jeunes filles? Êtes-vous au courant de ces abominations dont sont victimes des enfants? Je vous vois dubitatif. Je me sens donc dans l'obligation de vous faire part des rapports de l'UNICEF à ce sujet. Mais revenons au cœur du sujet. Qu'est-ce que l'excision? C'est un acte qui consiste à enlever, à l'aide d'un couteau ou d'une lame de rasoir, les parties génitales externes d'une jeune fille. Cette opération est effectuée dès les premiers mois de la vie. Les exciseuses, oui, ce sont des femmes qui le pratiquent, enlèvent le clitoris et les petites lèvres dans des conditions d'hygiène ignobles, barbares. Et elles peuvent aller jusqu'à coudre entre elles les grandes lèvres. Ces mutilations génitales provoquent de nombreux problèmes de santé chez les enfants excisés, tels que des infections urogénitales, plus tard des complications à l'accouchement, mais aussi des hémorragies qui entraînent la mort. De surcroît, des traumatismes psychologiques, à tel point que certaines d'entre elles peuvent aller jusqu'à avoir recours à une reconstruction chirurgicale. Ces traditions ancestrales font partie d'un rite de passage à l'âge adulte. Elles condamnent à la chasteté et c'est le moyen incontournable d'être accepté socialement. L'UNICEF publie des chiffres effarants. Plus de 125 millions de jeunes filles ont été excisées, recensées dans 29 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Mais le pire est à venir, puisque les estimations tendent à montrer que d'ici la prochaine décennie, ce sont 30 millions de jeunes filles qui seront impliquées en plus. Actuellement, en Somalie, 98% de la population féminine est excisée. En Égypte, c'est 27,2 millions de filles, soit 91% de la population féminine. Et dans ce même pays encore, seulement 35% d'entre elles pensent que l'excision doit cesser. Mais ne pensez pas que ce sont les hommes qui sont pour le maintien de cette tradition, que cela soit en Guinée, en Sierra Leone ou au Tchad. Les hommes sont les premiers et les plus nombreux à lutter contre l'excision. Des solutions durables pour obtenir, mais aussi préserver le droit à une protection universelle contre les mutilations génitales féminines existent déjà dans certains pays. Comme exemple, la Côte d'Ivoire. Là-bas, 38% des femmes étaient touchées par l'excision. Mais depuis 1998, la loi interdit formellement, c'est devenu une pratique qui est illégale. En 2012, 9 exciseuses ont été arrêtées car elles pratiquaient encore leurs activités. Depuis la mise en vigueur de cette loi, ce sont les générations futures de mères, de filles, mais aussi de grands-mères qui sont protégées de ces abominations, mais qui resteront dans les mœurs un devoir de mémoire pour celles qui ont souffert. Si mon plaidoyer a pu vous émouvoir, vous toucher, mais aussi vous gêner par son aspect brut, mais néanmoins réaliste. Comme l'affirme le journaliste André Fontaine, le scandale est souvent nécessaire, hélas, pour hâter les évolutions indispensables. Alors, j'aurais réussi à vous faire prendre conscience de cette ignominie pour que nous protégions ces enfants qui sont nos générations futures. L'instruction, c'est notre arme pour lutter et annihiler à jamais les mutilations génitales féminines. Merci. Je suis Lisette Estei, je représente ce soir le lycée Georges Brassens et je plaiderai contre le travail forcé des enfants dans le monde. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Où vont tous ces enfants qui sont exploités dans le monde? Où vont tous ces enfants à qui on ôte les rêves et la vie?
on les force à travailler. Aujourd'hui, je me lève devant vous pour être la voix des enfants qui n'en ont pas. Victor Hugo a dû se poser la même question. Est-ce que ma parole pourra les défendre? Mélaou a 14 ans. Il survit au Burkina Faso et reste 15 heures par jour enfermé sous terre. Il n'est jamais allé à l'école et en rêve. Mais il est né pour travailler. Ses parents n'ont pas eu d'autre choix que de le priver d'éducation scolaire pour qu'il puisse ramener un peu d'argent. Alors, il est contraint d'aider. Or, personne ne l'aide, lui. Moi qui tiens tant dans mon enfance, j'ai eu parfois de me plaindre qu'elle passe si vite quand je vois celle des autres qui n'a jamais existé. Plus de 168 millions d'enfants entre 4 et 15 ans dans le monde sont impliqués dans le travail. 115 millions d'entre eux exercent des activités dangereuses, voire mortelles, telles que l'esclavage, les conflits armés, la prostitution, le tri des déchets, le travail dans les mines. Qu'est-ce qui doivent s'amuser ces enfants, sous terre, à chercher de l'or, dans les champs, ramasser du coton, dans les usines, à fabriquer des baskets, à confectionner des jouets, à servir d'esclaves. J'ai lu dans un article de l'UNICEF, ces enfants sont partout, mais invisibles. On veut sûrement de manière inconsciente ne plus y penser. Mais pour mourir, comme chacun d'entre nous, mais naître pour souffrir jusqu'à mourir. Parce qu'à l'âge de 7 ans, vous êtes enfermé sous terre pour trouver une pépite d'or à revendre. Je vous parle d'enfants qui naissent déjà vieux, à qui on enlève les yeux pétillants pour un regard mort. La loi est là. L'article 32 de la Convention internationale des enfants. Les États partis reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Physique, les pieds de Mélaou sont douloureux. Mental, son regard est vide, il ne pense plus. Spirituel, il ne préfère pas penser à un avenir pour lui, il est déjà tracé. Moral, il ne sait pas ce qu'est le bonheur. Social, il se sent exclu, il n'aime plus. Un enfant sur 10 travaille dans le monde. Tu as 7 ans? Tu as des petites mains. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école, bien sûr, ni de beaucoup manger. J'espère qu'on ne t'a jamais appris à te rebeller. J'imagine que tu es pauvre et que tu dois ramener de l'argent à ta famille. Tu es peut-être même abandonné. Oh, parfait. Je t'engage et tu auras une pioche en main à la place d'un crayon. Je vous choque? Mais les enfants sont une main-d'œuvre bon marché. Difficile de se mettre à leur place. Alors imaginez votre petit frère, petite sœur, votre enfant, sur le point d'être contraint à travailler. Je profite d'être encore un enfant pour parler au nom de mes frères et sœurs du monde entier, afin qu'ils puissent retrouver une humanité dérobée. Merci. Je représente le lycée de la Plaine de l'Ain. Nelson Mandela a dit « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Qu'est-ce que l'éducation? C'est la mise en œuvre de tous les moyens pour permettre à chacun de se former et de se développer. Mais alors, en quoi est-ce un droit? C'est un droit car tous les hommes peuvent y trouver un intérêt et on ne peut leur refuser un accès. Alors, se présente devant vous l'ensemble des élèves qui ont assuré le service de ce repas et ils vont être rejoints par la brigade des 32 élèves cuisiniers qui, autour du chef Mathieu Barbet, qui va également arriver avec les professeurs, on va pouvoir les remercier et les féliciter pour la qualité
de ce repas qui nous a vraiment été remarquable. Voilà, donc là, on va commencer. Ils arrivent, on fait signe qu'ils arrivent. Donc on peut déjà remercier toute l'équipe tous les élèves. Donc ce sont des élèves de BTS et de brevet professionnel, donc qui nous ont offert cette soirée. Un grand merci pour le service. Sans oublier leurs professeurs, mesdames Mété et Montrable. Bravo, merci beaucoup. C'était très très bien. Alors ne partez pas parce que finalement doivent arriver incessamment sous peu vos camarades des cuisines. Jean-Marie, est-ce qu'il peut le regarder? Oh, certainement. Regardez-moi s'il vous plaît. Non. Bon, alors on va faire une photo. Et puis après on laissera la place au cuisinier. Parce qu'il n'y aura pas la place. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, donc, je vais vous inviter, s'il vous plaît, effectivement, à laisser la place aux camarades de cuisiniers, parce qu'ils sont 32, donc on me dit qu'on ne pourra pas tous les mains. Bravo, merci. Voilà, nous accueillons les cuisiniers, donc des élèves accompagnés, la brigade des 32 élèves, et puis une ovation, s'il vous plaît, pour le chef Mathieu Barbier. Venez là. Là, les grands derrière, les petits devant. Accompagné de Madame Solin, professeur au lycée. Dominique, alors, Dominique Trépé, le chef des travaux, hein, on dit plus ça maintenant, mais bon, c'est que j'ai gardé son câble, hein, mais c'est aussi grâce à lui que cette soirée a été aussi réussie. Donc un grand merci à vous, mettez-vous à Ah, d'accord. Bon. Alors, je vais laisser la parole à Monsieur Barbet, au chef Barbet. Il a quelques mots, il va se présenter, puis il a une petite surprise pour les lauréats. Eh bien, bonsoir à tous, à toutes et à tous. J'espère avant tout que vous avez passé une belle soirée, que le repas s'est bien passé. Oui. Je pense en tout cas c'était une belle soirée que tous les élèves et tout le lycée François Rabelais vous a mis en place pour vous accueillir. Donc pour moi ce soir c'était un grand plaisir que de faire un menu donc pour vous à cette occasion pour l'UNICEF. Donc j'espère que ça a été un grand moment. Donc évidemment il y a eu donc un concours, il y a eu donc, des participants, il y a eu un classement et à cette occasion je voulais accentuer un petit peu cette chose, donc ce concours à travers le côté associatif de l'UNICEF et associatif. Moi-même, je fais partie des TOC d'Auvergne, donc une association de chefs de cuisine, donc regroupant les 4 départements de l'Auvergne. Mais aujourd'hui, on sait très bien que la grande région, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà. Tous mes amis chefs, quand ils ont su que je venais ce soir ici réaliser un repas pour vous, ont souhaité être présents aussi, donc à travers quelques petits cadeaux donc pour les lauréats. Voilà.
Donc j'ai en commun, c'est pour ça que je vais rappeler les trois premières personnes qui ont... Alors tout d'abord, félicitations. Voilà. Donc, voilà, donc je te remets donc Aimons l'école d'Auvergne. Donc un bon cadeau, un chèque coffre comme on l'appelle, pour pouvoir venir déjeuner parmi un des chefs des écoles d'Auvergne. Voilà. Bravo à toi. Pour toi, la seconde, c'est donc un bon cadeau, cette fois-ci pour le château de la part du château de Codignac, voilà, pour venir c'est un déjeuner, vous aurez l'occasion de préparer. Et pour toi, encore un petit cadeau différent, puisque savoir que les Tocs d'Auvergne, c'est une grande famille. Le plaisir de la table, c'est un moment de partage, de convivialité. Donc, suivant cette petite idée-là, depuis l'année dernière, moi étant tout près de Thiers, il nous est venu l'idée de créer le compagnon. Le petit trait d'union qui nous unit tous, celui qu'on retrouve à table, c'est le couteau. Donc, à cette occasion, donc, nous avons réalisé un couteau des Tocs d'Auvergne. Et donc aujourd'hui, voilà, pour toi, ce sera le couteau des Tocs d'Auvergne. Donc avec le tire-bouchon et évidemment, puisque le couteau, ça symbolise le partage et le compagnon. Là, j'avais emmené que pour 3 personnes, mais je dirais juste que, comme tout concours, comme ça il y a un classement, ce qui est formidable, c'est surtout de participer. Et comme disait un grand homme, dans la vie je ne perds jamais. Ça vous parle ça? Mandela. Voilà, tout à fait. Dans la vie je ne perds jamais. Et après c'est... Alors, je vais simplement vous signaler que ce soir, il y avait 36 élèves en cuisine. Il ne reste que ceux qui sont adultes et donc qui peuvent être encore avec nous après 18h et 19h. Donc, il ne reste que les derniers participants qui ont fini l'envoi avec nous. Mais tous les autres ont travaillé pour vous depuis ce matin 8h. Donc, il y a 36 élèves en cuisine. Je leur transmettrai toutes nos félicitations et remerciements quand vous les reverrez demain, je suppose. Voilà. Depuis ce matin, 8h, ouais, une très belle journée. En tout cas, félicitations encore à vous aussi. Chef aussi, votre dessert était particulièrement remarquable. Hein, donc on a beaucoup apprécié. Merci Alain Collard aussi d'avoir été à côté de vos élèves. Hein, voilà. Bon, un grand merci à vous. Bravo. Vous retenez, c'est vite. Ne partez pas, vous restez là et après je vous prie, s'il vous plaît. Restez, tu peux faire les cartes d'abord. Non, voilà. Regardez-moi, souriez-moi, ne soyez pas du tout stressé, ça va bien se passer. Hop. Allez, laisse. C'est bon? C'est bien, merci.
Je vous invite à vous asseoir quelques instants. Je ne vais pas être très long, mais je voudrais exprimer encore quelques mots avant que nous nous séparions. Donc voilà, vous savez, ce soir, nous avions un double objectif. Mettre à l'honneur le talent de nos élèves et en même temps organiser une soirée au profit de l'UNICEF. Et je crois qu'on ne peut que souligner le succès à la fois de la part des élèves pour leur talent dont ils ont fait preuve. Et puis j'ai plaisir aussi à vous dire que cette soirée a permis de collecter 4 000 €, somme qui va être entièrement bien sûr reversée au profit de l'UNICEF et notamment au profit des actions en faveur des enfants les plus défavorisés. Et vous avez vu sur les tables que 30 € c'est l'achat de 10 cartables pour des situations d'urgence dans des pays où malheureusement la guerre sévit et les enfants ne peuvent pas avoir des conditions d'éducation, et les élèves nous ont rappelé l'importance du droit à l'éducation ce soir. Donc vous voyez cette somme, cette très belle somme va être reversée entièrement à l'UNICEF. Je voudrais exprimer des remerciements, je l'ai déjà dit, mais je voudrais le redire vraiment au proviseur de lycée, Daniel Gorindo, pour son accueil, Dominique Crépé, son chef des travaux, et toute l'équipe. On a vu les proviseurs de cuisine ou de service. Cher Daniel, c'était vraiment exceptionnel de nous avoir accueillis dans ces conditions-là. Moi, je ne m'attendais pas à tant de générosité, tant de services remarquables. Donc vraiment, du fond du cœur, un grand merci à tout le monde et pour cette... Et puis ce projet, c'est vrai que j'avais l'honneur et le plaisir de le conduire, mais j'ai eu beaucoup de plaisir aussi à le conduire avec une équipe. Je voudrais qu'ils viennent à côté de moi. C'était Michel, c'était Maude, c'était Myriam et Dorothée. Oh non, venez. Pour une fois qu'il sera en photo, il ne faut pas lui qui fera la photo. Voilà, on était 5, Myriam aussi, voilà. Et on a travaillé ensemble depuis des mois pour cette belle réussite, et je n'oublie pas Valérie Perrin, qui est aussi une actrice majeure de la DAC, mais bon, je parlais un petit peu de la chevelure. Regardez Dorothée. Merci beaucoup. Merci à vous. Des remerciements aussi à tous les parents d'élèves, les membres de la famille, les amis, les professeurs, les chefs d'établissement, tous ceux qui ont accompagné les élèves. C'était nombreux aussi, et c'était vraiment important qu'ils aient pu vivre ce moment auprès de leurs proches ou de leurs élèves. Et puis parce que aussi, je sais que les professeurs ont beaucoup accompagné les élèves dans leur plaidoyer et dans leurs travaux de recherche. Je voudrais remercier aussi tous les acteurs, notamment les acteurs du monde économique, qui ont accepté de participer à ce gala. Je ne les cite pas parce qu'après je risque d'en oublier, mais je les associe vraiment chaleureusement aux remerciements. Tous ceux qui ont bien voulu participer, les acteurs du monde culturel aussi, je sais qu'ils étaient nombreux. Je voudrais remercier les bénévoles aussi du comité de l'UNICEF qui ont participé à cette soirée, et qui ont répondu présent. Je voulais remercier le directeur des musées de Gadagne, qui également nous a permis de faire vivre la demi-finale dans le musée, dans une salle, un petit théâtre qui est dans les musées de Gadagne. C'est également une opportunité, une chance que nous avons pu avoir. Je voudrais évoquer rapidement les 17 établissements lycées de l'Académie, Madame la rectrice. Il y a 17 lycées de l'Ain, de la Loire, du Rhône. Ils ne sont pas tous représentés parce qu'il y a eu les sélections, les demi-finales, la finale, mais en amont, il y a eu 17 lycées qui ont participé. C'était 13 l'année dernière, c'est 17 cette année. Et dans les lycées, il y a eu des sélections.
Donc ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup d'élèves qui ne sont pas là, mais qui ont participé à ces étapes sélectives. Et je les associe également dans ces remerciements pour avoir joué le jeu du concours et franchi toutes les étapes. Bien sûr, tout cela n'aurait pas été possible non plus sans concours de la délégation académique l'action culturelle, aux arts et l'action culturelle, notamment pour la remise des prix et puis pour toute la logistique d'organisation qui a permis cette belle réussite. Je voudrais remercier les membres du jury qui ont accepté de participer à cette tâche ingrate de distinction des élèves. C'était très difficile, on l'a dit déjà, notamment les élèves. Ils ont cours de main, mais ils sont là et ils ont bien voulu être là jusqu'au bout. Et encore une fois, félicitations et merci à vous. Merci à vous tous. Je n'oublie pas non plus de citer les 2 caisses du Crédit Mutuel Enseignant qui ont apporté également une aide financière pour les frais d'organisation, les frais de repas. Il y a une aide très importante qui a été apportée par ces 2 caisses du Crédit Mutuel. Je cite notamment Madame Crenet et Madame Darfeuille qui représentent ces 2 caisses et je voudrais vraiment très chaleureusement les remercier pour leur soutien. Voilà, quelques propos. Merci à vous tous. J'espère que je n'oublie personne. Je voudrais simplement conclure en disant que cette belle édition 2018, eh bien, on appelle de nos voeux l'édition 2019, qui a encore plus de lycées dans l'académie. Et puis, je vous donne rendez-vous, donc si vous voulez bien, l'édition 2019. On ne sait pas encore comment ça se passera. Mais cette expérience, cette